Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si tel est votre cas. La semaine dernière, je vous ai montré un exemple d'enseignement clinique réalisé en semestre 1 avec les attentes et ce qu'une étudiante avait réalisé pour ce premier enseignement clinique. Donc aujourd'hui, nous allons changer de semestre. Je vais vous présenter un exemple donc de semestre 2. Alors, quelles sont les attentes à la base pour cet enseignement clinique de semestre 2? Il est demandé aux étudiants les 2 premières phases de la démarche de soins relative à 2 personnes prises en soins, c'est-à-dire de la phase de recueil de données jusqu'à la phase d'identification des problèmes. Donc pour la phase de recueil, il s'agit de rédiger le recueil de données, alors des données fiables et actualisées, en respectant la fiche guide de présentation qui est remise avant le stage et en utilisant toutes les sources d'informations en respectant la déontologie et les règles professionnelles. Et il s'agit ensuite de rédiger de façon structurée l'analyse des données recueillies. Donc on arrive à la phase d'identification et il s'agit donc de rédiger une problématique relative à la personne prise en soin en prenant en compte tous les éléments significatifs de sa situation et en considérant l'interaction entre la maladie, ses complications et les réactions humaines, physiques et psychologiques. Pendant le stage, donc, les étudiants prennent en soin 2 patients avec comme axe majeur dans la réalisation des soins la compétence 3 et bien sûr de réaliser, comme je viens de le dire, la démarche de 2 patients. Et lors de la visite du formateur, les étudiants doivent impérativement présenter et remettre une de ces 2 démarches des soins, donc du recueil de données à la problématique, sans oublier la présentation de l'établissement et du service. L'accompagnement de l'étudiant est centré sur la compétence 1 à partir d'une prise en soin observée en lien avec la compétence 3. Donc, l'objectif de cet enseignement clinique de semestre 2, c'est toujours de faciliter l'apprentissage du raisonnement clinique avec l'approfondissement de l'analyse et l'élaboration d'une problématique. Donc, que nous a présenté cette étudiante, puisqu'il s'agit d'une étudiante? On va commencer par la présentation de l'établissement. Donc, la clinique T est installée dans les locaux du centre hospitalier C, à L depuis 1997. C'est une clinique accueillant des personnes ayant besoin d'actes chirurgicaux. Pendant ce stage, je suis affectée au service de chirurgie ambulatoire au 3e étage. De plus, la clinique fait partie d'un groupe de cliniques en Normandie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Quelles sont les missions? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on a les caractéristiques de classement de l'institution? Est-ce que c'est un hôpital public, privé, etc. Le nombre de pôles d'activité ou de secteurs, le nombre de services, etc. La discipline et principale pathologie. Eh bien, nous n'avons pas tout. On ne sait pas que c'est un établissement privé conventionné de médecine chirurgie qui prend en charge donc les patients en hospitalisation complète ou en ambulatoire. Il aurait fallu le préciser. Et spécialisé en plusieurs domaines, là aussi, il avait les moyens de le préciser, et que cet établissement a aussi des consultations externes, et que cet établissement a aussi des consultations externes. Nous n'avons pas le profil de patient, ni de durée moyenne de séjour, ni les outils. Donc, à ce niveau-là, il y a des manques. Que nous dit-elle sur le service? Elle nous situe le service de chirurgie au 3e étage. Elle nous donne le nombre de chambres et le nombre avec des chambres particulières. Elle nous précise aussi qu'il y a un autre type de chambre et que l'étage est partagé avec un service de chirurgie de 15 chambres, plus 5 chambres de soins personnels continus. Alors, là, nous avons bien la situation géographique, on a le nombre de lits rattachés à l'unité avec une capacité d'accueil, de chambres, de lits. On a une notion de secteur. Ce qui nous manque, en fait, c'est s'il y a des locaux spécifiques. Donc, ça n'est pas précisé, sinon dans l'ensemble, la présentation du service
est relativement correct. Mais cette présentation n'était pas terminée, donc elle nous présente surtout le service de chirurgie ambulatoire, ce que les patients doivent faire, etc. Bon, c'est pas précisément demandé, pourquoi pas. Quant à l'équipe, elle nous présente l'équipe de manière très restreinte, puisqu'elle nous évoque les ASH, les aides-soignants et les infirmiers. On n'a toujours pas de profil de patient ni DMS, ni les outils et les moyens humains. Donc c'est relativement réduit. Alors, elle nous a parlé de chirurgie ambulatoire. Donc on pourrait penser que la durée moyenne de séjour est d'une journée, puisqu'en ambulatoire, ça n'excède pas 12 heures. Les outils, on peut au moins évoquer le dossier médical, le dossier de soins, etc., la planification. Et en ce qui concerne les moyens humains, d'être un petit peu plus précis, hein, au moins d'avoir le nombre de personnel, justement ASH, AS et infirmiers, et combien de médecins interviennent dans ce service. Par exemple, il y a aussi un cadre de santé, pas l'oublier, ainsi que d'autres professionnels qui interviennent. Donc là aussi, c'est incomplet. Nous allons passer maintenant aux données relatives à la patiente. Donc, elle nous précise qu'elle a réalisé ce recueil de données avec un entretien semi-directif, puis aussi en consultant le dossier du patient et aussi avec un entretien auprès de l'équipe. Alors, qu'en a-t-elle ressorti? Elle nous présente donc l'état civil de la patiente. On a l'initiale de son nom, son prénom, sa date de naissance avec son âge, sa nationalité, donc ça c'est très bien. On a la date d'admission avec un motif et on a également la situation familiale. Alors, qu'est-ce qui peut nous manquer là-dessus? Alors, si on a bien le motif d'admission, la date d'admission, on n'a pas le mode d'entrée. Donc, ça, elle aurait pu le préciser, par exemple, que c'est le médecin traitant qui l'a envoyé, par exemple, hein. On ne sait pas non plus, elle n'a pas précisé, hein, à J combien de l'hospitalisation en était. On sait qu'elle est entrée le 12 et que la présentation a lieu le 17. Donc c'est facile à calculer, me direz-vous, mais il vaut mieux que l'étudiant donc le précise. Ça veut dire que Madame C est hospitalisée depuis 5 jours, ce qui ne cadre pas avec la chirurgie ambulatoire dont elle nous a abondamment parlé. Donc on est plutôt dans le cadre d'une chirurgie classique. Donc là, on peut se poser des questions. Qu'avons-nous encore sur cette patiente? Nous avons donc la présentation physique qui est assez bien présentée, hein, puisque l'on a le poids, la taille, l'IMC, les particularités de la personne. Donc là, vraiment, il n'y a rien à redire. On sait, on connaît son IMC, on sait qu'elle porte des lunettes, qu'elle a des prothèses dentaires et qu'elle a une cicatrice donc liée à l'ablation du sein droit, en lien avec un cancer. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la présentation psychologique, elle nous évoque effectivement sa patiente comme étant quelqu'un qui aime recevoir la visite de ses petits-enfants, qu'elle reçoit chez elle, qu'elle est loin d'être isolée apparemment, puisqu'elle a de la visite tous les jours et qu'elle aime beaucoup la compagnie, qu'elle s'occupe en lisant, en regardant la télé, qu'elle gère ses traitements personnels. On a également une présentation sociale avec la notion de la prise en charge financière, qu'elle nous dit être à 100%, et que cette personne bénéficie également d'une mutuelle qui prend en charge le forfait journalier, qu'elle n'est ni sous tutelle ni sous curatelle, et elle nous redit, hein, là il y a des répétitions, hein, qu'elle aime recevoir la visite de ses petits-enfants, et de nouveau on a la notion de son ancien emploi, ce qu'elle nous avait déjà dit auparavant. Que peut-on corriger là-dessus? Donc, on a certains éléments, mais on découvre, et vous allez le voir plus loin, aussi qu'il y a des traits de caractère qui apparaissent, puisqu'elle nous présente un peu plus loin Madame C comme étant conciliante. Donc déjà, psychologiquement, c'est un petit peu plus précis, mais on aimerait en savoir plus. On va apprendre dans le tableau des traitements aussi qu'elle est souriante avec les soignants, et dans la problématique, elle communique beaucoup avec les soignants. Par ailleurs, dans les caractéristiques sociales et culturelles, il y a des choses qui sont à faire figurer dans ces données. Hein, c'est l'apparence vestimentaire propre et soignée qu'elle nous évoque plus loin.
Elle nous évoque le 100%, mais on ne sait pas pourquoi cette dame est à 100%. Est-ce qu'elle a une LD, par exemple? On ne sait pas. Donc, il nous manque des éléments, parce que 100% en soi, effectivement, c'est très bien, ça ôte un souci, mais 100% pourquoi? Parce qu'elle n'est pas forcément, si elle a une ALD, elle n'est pas forcément à 100% pour tout. Alors, qu'avons-nous encore? Donc, elle nous évoque l'histoire de la maladie, donc une anamnèse de la situation, les circonstances de découverte, donc d'abord la présence de sang dans les selles, donc les rectorragies qu'elle nous a évoquées. Elle nous réévoque l'admission le 12 mai pour cette raison, que des examens sont prévus le 17 mai, jour de la présentation, donc fibroscopie, gastrique et une coloscopie. Et en attendant, que Madame C reste hospitalisée dans le service sous la surveillance, donc surveillance de constante manifestement, qu'elle gère son traitement, que pour les repas elle a un régime léger sur prescription médicale et qu'elle doit être à jeun, donc le 16 pour le 17 et le matin donc, de son intervention, qu'elle a la visite de sa famille. Alors, manifestement, elle n'est pas donc en chirurgie ambulatoire. Par ailleurs, il y a des choses qui sont évoquées comme un régime léger. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est pas plutôt un régime sans résidus, sachant qu'elle va avoir une coloscopie? On va découvrir un petit peu plus loin qu'elle est perfusée, donc ça, il nous manque la notion. Donc, il nous manque des éléments. Par ailleurs, donc pour la fibroscopie, on apprend que le médecin donc, a conclu une gastrite antrale, érythémato plutôt exudative, mais à minima, et que pour la coloscopie, il en a conclu une colite sigmoïdite ischémique, autrement dit une rectocolite ulcéro-hémorragique, mais on attend les résultats de l'anapathe. Donc, bon, il y a quelques petites fautes de français, bon, mais on n'est pas là pour ça. Donc, il y a des éléments qui nous manquent. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Là, elle nous parle d'une fibroscopie, mais elle n'a pas précisé que c'était une fibroscopie gastrique. D'ailleurs, vous voyez, de moi-même, quand je l'ai présentée, j'ai dit fibroscopie gastrique. Pour la coloscopie, il faut préciser que c'est une coloscopie qui va être réalisée sous AG. A priori, c'est le cas. Ensuite, il y a les conclusions donc, du médecin. Quand elle nous parle de gastrite antrale érythémato-exudative, eh bien, en tant que cadre formateur, on est tenté de lui dire « Mais qu'est-ce que c'est ce type de pathologie? Qu'est-ce que vous en avez compris ?» Donc, il faut qu'elle sache nous répondre. De nous dire, par exemple, que bon, cette gastrite touche l'antre de l'estomac, c'est la partie avant le pylore, qu'elle est érythémateuse et exudative, ça veut dire effectivement c'est très inflammatoire et que ça se feinte, tout simplement, que la muqueuse feinte un peu. Ensuite, pour la colite sigmoïdite ischémique, de quoi s'agit-il? Quand il s'agit de rectocolite ulcéro-hémorragique, là aussi, il faut qu'elle soit capable de nous montrer qu'elle a compris de quoi il s'agissait. Donc, quelques petits éléments à réajuster. Bon, la présentation en soi n'est pas mal. Et il faut qu'elle sache, par contre, répondre aux questions. Et ensuite, étant donné que nous avons une présentation qui a lieu le jour de l'intervention, 17 mai, ça aurait été bien qu'elle nous précise à quelle heure Madame C est revenue du bloc. C'est-à-dire, on est à H combien du retour de bloc. Mais nous n'avions pas fini avec la présentation de la patiente, puisqu'il nous manquait aussi les antécédents. Donc, les voici. On s'aperçoit donc qu'il y a une hypertension traitée par COSAR, avec une tension à ce jour à 13,7, un antécédent de cancer du sein droit, dans les antécédents médicaux. Dans les antécédents chirurgicaux, on retrouve une ligature du pouce gauche en 2005, une hystérectomie totale suite à un fibrome en 2008, une coloscopie déjà en 2012 et une notion de varice la même année. En 2015, l'ablation du sein droit suite à un cancer est traitée ensuite c'est moi qui le dis, traitée par chimiothérapie, radiothérapie et antidépresseurs. Bon. Et en 2016, de nouveau coloscopie et l'hypertension qu'on avait déjà dans les antécédents médicaux,
traité par COSAR, avec en plus une intolérance aux profénides, anti-inflammatoire, ok. Donc, en ce qui concerne ces antécédents, on a bien des antécédents médicaux et chirurgicaux personnels, mais il y a un peu de mélange et certaines imprécisions qui ne permettent pas de cerner correctement la situation de Madame C. L'hypertension est citée dans les antécédents médicaux et elle est retrouvée aussi dans les antécédents chirurgicaux de 2006. Le mieux est de mettre l'hypertension d'emblée dans les antécédents médicaux, en précisant la date du diagnostic, apparemment en 2016, et donc traité stabilisé par COSAR, et point. En ce qui concerne le cancer du sein, le traitement du cancer du sein n'est pas clair, notamment en ce qui concerne la chimiothérapie, dont on ne sait pas si elle était adjuvante ou néoadjuvante, c'est-à-dire si elle a été réalisée après la mammectomie pour empêcher la multiplication des cellules cancéreuses, localement ou à distance, les métastases, ou si elle a été réalisée avant la mammectomie pour réduire la taille de la tumeur et limiter l'étendue de l'exérèse. Donc en outre, on apprend aussi que Madame C a déjà subi 2 coloscopies, une en 2012, une en 2016, ce qui pourrait laisser penser qu'elle a déjà eu soit des symptômes comme des rectorragies, des douleurs abdominales ou des diarrhées persistantes, ou bien des antécédents familiaux de cancer colorectal, avec des coloscopies dans le cadre de la prévention et du dépistage. Donc ça, on l'ignore. Par ailleurs, dans les antécédents chirurgicaux, on a une notion de varice. Là non plus, c'est pas clair. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un traitement des varices? Alors, on peut penser que c'est un traitement chirurgical, puisqu'on l'a dans les antécédents chirurgicaux, donc on peut penser à un stripping. En ce qui concerne le pouce, la ligature du pouce évoquée, c'est vraisemblablement lié, en tout cas c'est généralement le cas, à une entorse du pouce, soit avec une désinsertion partielle du ligament latéral interne ou une désinsertion totale. Donc c'est un ligament qui joue un rôle important dans les gestes de pince. Donc voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'elle a bien récupéré après cette intervention. Par ailleurs, pour l'intolérance aux profénides, eh bien c'est un anti-inflammatoire, certes, mais il faut préciser que c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc ensuite, cette étudiante nous avait mis en annexe quelques définitions. Ça, c'est un travail qu'on leur demande pas forcément de nous montrer, c'est un travail qu'ils font pour eux, mais voilà, on voit qu'elle a fait donc des recherches. Même si il y a quelques petites imprécisions, qu'on peut reprendre avec l'étudiant quand c'est comme ça. Par exemple, dans la définition de la rectorragie, eh bien, c'est une émission de sang rouge par l'anus. Il faut préciser en fait que c'est du sang non digéré et que ça signe une hémorragie digestive basse. Ensuite, elle nous parle de l'hystérectomie. Alors, elle est restée très généraliste. Elle a essayé de nous parler aussi de l'hystérectomie et la sympago-ovariectomie. Donc, le mieux, c'est effectivement de nous lister les différents types d'hystérectomie. Ensuite, pour la gastroscopie, eh bien, c'est un examen, ok, mais c'est pas n'importe quel examen. Il faut préciser que c'est un examen endoscopique. Ensuite, pour la coloscopie, là aussi, il y avait quelques petites choses donc à préciser. Et notamment, c'est un examen endoscopique diagnostique, mais qui peut être aussi accompagné de gestes thérapeutiques. Ce qui concerne le cancer, elle nous donne une définition qui est incomplète. La prolifération anarchique des ordres de cellules, oui, des cellules, mais pas n'importe lesquelles, ce sont des cellules anormales. Dans la définition de la varice, c'est pareil, elle nous parle d'une dilatation anormale et permanente d'une veine de la jambe. Oui, c'est le plus souvent au niveau du membre inférieur, mais il existe aussi des varices des membres supérieurs. Et pour en finir avec donc l'hypertension artérielle, elle est un petit peu vague, elle manque de professionnalisme, et ce qu'on veut effectivement, c'est que les étudiants arrivent à nous donner des définitions professionnelles et utiliser un langage professionnel. Donc c'est de l'orienter effectivement vers des sources fiables, comme par exemple pour l'hypertension, la définition de l'OMS. Ensuite, nous avons le tableau des traitements. Alors, on voit que c'est un tableau des traitements beaucoup plus complet que celui qu'on avait eu en semestre 1. Ce n'était pas la même étudiante, néanmoins. Et on s'aperçoit qu'il nous manque une colonne
c'est la colonne propriété. Et de ce fait, il y a souvent une confusion entre la famille thérapeutique et les propriétés. Alors voyons pourquoi. On voit par exemple que pour le durogésique, eh bien, elle nous parle d'antalgique apparentée à la morphinique comme famille thérapeutique. Eh bien, il faut séparer les choses. La famille thérapeutique, effectivement, c'est un analgésique opioïde fort de synthèse agoniste morphinique, et dans les propriétés, c'est un analgésique. On est OK. De même, il est important de préciser les indications générales. Des douleurs chroniques, oui, mais souvent d'origine cancéreuse, justement. Mais aussi des douleurs non cancéreuses, intenses, réfractaires. Et là, on a un médicament qui est en patch, transdermique, donc qui est souvent utilisé en fait pour les douleurs post-op aiguës, modérées à sévères. Et ça, elle aurait dû le reprendre dans l'indication pour le patient. Ensuite, pour le COSAR, même chose. Là, on a une propriété antihypertenseur qui est mise dans la famille thérapeutique, alors que la famille thérapeutique, le COSAR, c'est un antagoniste de l'angiotensine 2. Ensuite, pour le zopiclone, on retrouve pêle-mêle la notion d'hypnotique qui est la propriété, et effectivement apparentée aux benzodiazépines. C'est vrai, mais ça, effectivement, ce serait la famille thérapeutique, mais ce n'est pas vraiment la famille thérapeutique de zopiclone, puisque le zopiclone est une cyclopyrrolone. Ensuite, le Normacol. Alors là, il y a une grosse confusion. Alors, on a toujours cette confusion entre famille thérapeutique et propriété. Là, le Normacol, c'est un lavement hypertonique. Et ses propriétés, c'est de préparer le côlon, généralement aux examens. Alors, le but, d'évacuer le rectosigmoïde, notamment, et préparer aux explorations endoscopiques. Alors, quant au mode d'administration, Péros, eh bien non. Là, il y a une grossière erreur. Le Normacol s'utilise en intrarectal. Il n'existe pas en Péros. Ensuite, le citalopram. On a toujours cette confusion un peu entre famille thérapeutique et propriété, qui ne sont pas clairement identifiées, même si ce qu'elle a mis était juste. C'est bel et bien un antidépresseur, c'est sa propriété, et c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Là, c'est la famille thérapeutique. Ensuite, le Pantol. Alors, là aussi, les propriétés, c'est un antisécrétoire gastrique, oui, c'est un anti-ulcéreux. On n'a pas la famille. La famille thérapeutique, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. Bon, les indications générales sont correctes. Pour l'indication pour le patient, brûlure gastrique, elle a peut-être des brûlures gastriques, en tout cas, ça a sûrement été déclenché par la découverte de la gastrite antrale. On passe ensuite au fameux tableau des 14 besoins de Virginia. Alors, pour commencer, ce tableau n'est pas celui qui figure dans le guide qui est remis aux étudiants. Alors, en soi, les colonnes source de satisfaction et d'insatisfaction ne sont pas incongrues, mais elles ne se focalisent que sur des besoins perturbés, non dans le service. Il manque la vision d'avant l'hospitalisation, et par ailleurs, l'intitulé de la dernière colonne comporte une erreur, puisqu'il y a une assimilation entre les objectifs et les solutions, c'est-à-dire les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Alors, on va en voir quelques-uns, mais on ne va pas voir tous les besoins. Si vous voulez regarder plus près, vous pouvez faire pause. Nous avons par exemple dans respirer la notion de la fréquence respiratoire, l'absence de bruit respiratoire anormaux, encore faut le préciser. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'elle a subi une anesthésie générale pour cette coloscopie et que se passe-t-il après une anesthésie générale? On ne laisse pas sortir les gens comme ça, on les surveille, bien entendu, même si l'anesthésie a été très courte, c'est le cas dans ce type d'examen, c'est une anesthésie légère, mais on a toujours un risque de dépression respiratoire ou de difficultés respiratoires liées aux produits anesthésiants. Là, on ne sait pas ce qui a été utilisé comme produit anesthésiant, mais c'est généralement, on retrouve souvent du midazolam ou du propofol, c'est-à-dire du diprivan, ou de la mépéridine. Donc, de toute façon, il y a des problèmes respiratoires avec ce type de produit.
Ensuite, dans boire et manger, si on se focalise sur boire et manger, on voit qu'il y avait déjà pas mal de choses dans la colonne. Enfin, elle nous avait tout mélangé, donc le mieux c'était de resituer les données sur son IMC, l'histoire des prothèses, la texture normale, etc. dans ce qui se passait avant l'hospitalisation. Et de retrouver les notions bouche sèche, pas d'alimentation, etc., régime léger, pour ce qui se passe pendant l'hospitalisation. Et donc, notion importante qui n'était pas du tout précisée, c'est qu'elle vient de subir une gastroscopie. Et donc, il peut y avoir un risque de troubles de déglutition transitoire ou d'un enroulement, hein, parfois même des saignements, puisque le fibroscope il passe par la voie orale, ça peut être un petit peu irritant. Elle nous dit qu'elle a mangé 1 heure après son intervention. Ok. Comme on ne sait pas combien de temps après le retour du bloc on se trouve, on n'est pas très bien orienté. En tout cas, qu'a mangé Madame C à H+1? Et est-ce qu'elle a bu? Et qu'est-ce qu'elle entend par régime léger? Pourquoi je remets des choses qui n'étaient pas forcément des données? C'est que j'ai mis en rouge des données qui ne figurent pas dans ce tableau des besoins, qui étaient dans les données qu'elle nous a présentées auparavant et qu'on retrouve aussi, par exemple, dans la problématique. Normalement, toutes les données doivent être utilisées, c'est-à-dire que toutes les données qu'on trouve dans la problématique se trouvent déjà dans la présentation et dans le tableau des 14 besoins, ainsi que dans le tableau des traitements. Pour les besoins suivants, bon, bien entendu, il y a la grosse erreur avec le Normacol, mais vous voyez qu'il y avait des tas de choses à rajouter. Par exemple, la notion de continence urinaire et fécale, elle nous en parle quand elle présente la patiente. Elle nous en parle également en ce qui concerne le besoin de se mouvoir. On sait qu'elle est autonome dans ses déplacements. Donc tout ça, il faut le resituer dans le tableau des 14 besoins. Et donc, j'ai rajouté, et dans les corrections, ça fait partie des choses qu'on avait vues avec cette étudiante, d'ajouter ce qui manquait pour que la problématique soit complète. Parce que on voit bien que dans la colonne problème, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Là, par exemple, on n'avait qu'un risque de chute. Or, on se retrouve avec d'autres problèmes, puisqu'avec l'élimination, eh bien, après la coloscopie, il y a quand même un risque de sang dans les selles pendant 1 ou 2 jours, qui est un risque aussi de douleur abdominale, que le risque de chute, eh bien, il faut le lier. Hein, généralement, quand on demande d'identifier un problème, ça veut dire aussi qu'on le relie à une cause et qu'il faut préciser aussi des manifestations. Ça, c'est une problématique, on doit le retrouver. Et ce risque de chute, il est lié aux anesthésions. Si on continue dans les besoins, pour ces besoins-là, tout ce qu'elle nous disait était quelque chose qui était existant avant l'hospitalisation. Et par contre, il y avait la notion du cathé veineux périphérique, qu'on apprend un petit peu plus loin. Et là, elle avait bien identifié le risque d'infection. Mais, il n'y avait pas que ça. Il y avait plein de données dont elle nous avait déjà parlé, qui n'étaient pas resituées dans ce tableau des 14 besoins, comme la notion, par exemple, des lunettes dans éviter les dangers. La notion aussi de son entourage, très bien entouré, et qu'il y avait des antécédents aussi importants pour l'état dépressif, comme l'hypertension stabilisée, l'intolérance aux profénides, etc. La bonne observance, il y avait des choses positives et des choses moins positives. Ça, il faut les reprendre. Dans les problèmes, on voit bien que, à part le risque d'infection qui est identifié, eh bien, il en manquait, puisqu'il y avait toujours notre risque de difficultés respiratoires liées aux anesthésiques, mais aussi un risque de douleur post-op. Il y a aussi le risque d'apparition de sang dans les selles, il y a aussi le risque d'étourdissement et donc de chute au lever s'il est prématuré à cause des anesthésions. Et pour les derniers besoins, donc il y avait des choses qui avaient été mises, malheureusement dans une source de satisfaction, et des choses en fait qu'elle faisait déjà à domicile. Et là encore, eh bien, il y a des choses qui manquent. Par exemple, dans le besoin de communiquer, est-ce qu'on sait si les résultats, la fibroscopie, la coloscopie lui ont été communiqués? Et a fortiori, dans ce qu'on lui annonce, si par exemple le médecin lui a parlé de la rectocolite, il est possible qu'elle soit anxieuse par rapport à ce diagnostic et aussi anxieuse par rapport
aux résultats à la patte qui ne sont pas encore arrivés. Donc il y avait des petites choses à réajuster. L'étudiant doit aussi nous présenter la problématique. Quels sont les attendus de cette problématique? Donc dans une introduction, on attend que l'étudiant nous présente le patient avec son identité, son âge, la date d'entrée, le motif et les circonstances d'hospitalisation, le lieu d'hospitalisation et le mode d'entrée, ainsi que les caractéristiques biologiques, c'est-à-dire les antécédents personnels, thérapeutiques, avec la famille des médicaments et leur classe, les caractéristiques physiques, psychologiques et socio-culturelles, avec notamment la prise en charge sociale. Ensuite, dans le corps de la problématique, eh bien, c'est la présentation des problèmes de santé réels ou potentiels, de manière exhaustive ou la plus exhaustive possible et pertinente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de confusion entre les problèmes et les risques, c'est-à-dire les problèmes réels et les problèmes potentiels. Et bien sûr avec un vocabulaire professionnel, juste et maîtrisé. Et ces problèmes doivent être hiérarchisés et argumentés, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, en utilisant le PSE, c'est-à-dire problème, signe et étiologie, hein, c'est-à-dire problème X, se manifestant par, ou les risques et les facteurs favorisants lorsqu'on parle de problèmes potentiels. Donc tout ça doit être bien articulé et en conclusion, l'étudiant doit faire une évaluation globale de la situation pour souligner effectivement s'il y a une dégradation ou un état stationnaire ou une amélioration et évoquer le devenir du patient à court, moyen et long terme quand c'est possible. Que nous a présenté l'étudiante? Eh bien, que Madame C, alors je vais lire que ce qui est surligné en jaune, hein, puisque c'est ce qui correspond à des attentes. Donc Madame C, 64 ans, admise donc dans le service de chirurgie à la clinique T le 12 mai 2022, admise pour rectoragie. En 2005, touchée par un cancer du sein droit, c'est dit maladroitement, mais c'est dit quand même, traitée par chimiothérapie ainsi que par radiothérapie. Consulte toujours son cancérologue pour un suivi régulier. Vous voyez, on apprend des nouvelles choses là, hein, qu'on n'avait pas ailleurs. Donc normalement, on aurait dû retrouver ça dans les données de présentation. Et pour diminuer les symptômes dépressifs, prend du citalopram, elle est autonome dans la vie quotidienne, elle gère quotidiennement ses traitements, elle est sous opiclone vers 22h afin d'être à l'insomnie. Et donc, ensuite, les différents traitements de Madame C l'exposent à la constipation. Madame C prend un normacol laxatif. À ce jour, elle a des selles normales. Ensuite, Madame C a des antécédents d'hypertension artérielle. À ce jour, elle prend du Cosar. Elle est très entourée par sa famille. Elle regarde la télé, s'occupe en lisant des livres. Et elle nous présente donc le devenir à court terme. C'est-à-dire qu'elle, mais tel que c'est dit, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pendant l'hospitalisation, Madame C peut manger en même temps que les autres patients et sont dans les heures de service de repas. Bon, elle reçoit la visite de sa famille, ok. Et à moyen terme, un rendez-vous avec le docteur B est prévu dans 3 semaines pour contrôle, ainsi que les résultats de l'anapathe suite à son intervention, donc du 17 mai, c'est-à-dire ce jour. Et à ce jour, elle suit un traitement symptomatique en attendant les résultats. Là, il y a des choses qui sont justes. Donc, pour une première problématique, le résultat n'est pas si mal, c'est une première, il ne faut pas l'oublier. Même s'il y a des maladresses, des redondances, voire même des erreurs, on va en parler. Donc, ce que j'ai surligné en jaune, là, c'est ce qui doit figurer dans l'introduction. Hein, le but étant de vérifier que toutes les données qui se trouvent dans la présentation de la patiente, dans le tableau des traitements et le tableau des 14 besoins sont exploités. Là, on voit qu'il y avait des choses qu'on trouvait à un endroit, qu'on ne trouvait pas à un autre. En tout cas, on retrouve dans la problématique des choses qui n'étaient pas forcément ni dans la présentation, ni dans le tableau de traitement, ni dans les 14 besoins. Donc, il nous manque néanmoins toujours certaines données sur les circonstances d'hospitalisation, le mode d'entrée et certaines caractéristiques physiques. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Voilà ce que aurait pu être cette problématique en reprenant les éléments importants que nous avions dans les différents supports. C'est que Madame C, alors, en a soit domicilié à elle, ou elle vit seule dans une maison, de plein pied, point d'interrogation, parce qu'on se pose encore des questions, il nous manque des données. Hein.
veuve, retraitée de l'usine RAS, admise dans le service de chirurgie de la clinique T le 12 mai 2022. Alors, là, il nous manque le mot d'entrée. Est-ce que c'est en urgence ou est-ce que c'est en entrée programmée ou est-ce que c'est adressé, par exemple, par son médecin traitant? Donc, pour bilan endoscopique suite à des rectoragies, parce que c'est pour ça qu'elle est entrée. C'est pour le bilan endoscopique suite à des rectoragies. Alors, elle est assurée sociale à 100%, en lien avec une ALD, puisqu'elle a eu un cancer du sein, cette dame, elle a au moins une ALD pour ça, et elle bénéficie d'une mutuelle qui prend en charge le forfait journalier. Donc ça n'avait pas été repris dans la problématique. Elle a comme antécédent, donc là, on va relister donc tous les antécédents. Ensuite, pour arriver donc au cancer du sein, avec là aussi les questions qui se posent sur la chimiothérapie, adjuvante ou néo-adjuvante, point d'interrogation. Donc l'hypertension, diagnostic en 2016, stabilisé sous COSAR, anti-hypertenseur, antagoniste d'angiotensine 2, à ce jour, la T13-7, donc bien stabilisée. Elle est également sous citalopram, antidépresseur, et là on cite la famille et les propriétés. L'antidépresseur a été prescrit en lien avec son cancer, et il est surtout prescrit pour prévenir une récidive d'un état dépressif apparu après son cancer. Ensuite, elle présente également des troubles du sommeil traités par zopiclone, avec effectivement la famille. Et donc, elle est perfusée au bras, on ne sait pas lequel, puisque ça n'a pas été précisé, et reçoit donc 1 litre de G5 par 24 heures. Madame C est une personne autonome, ça avait été dit, dans tous les actes de la vie quotidienne. Pas dans la vie quotidienne, c'est les actes de la vie quotidienne, pour faire le lien avec les besoins perturbés ou non. Et gère quotidiennement ses traitements personnels, voilà, et elle communique facilement avec tous les soignants et souriante. Alors, là, on avait une grande partie, ce qui ensuite, on ne l'avait pas, puisque ça n'avait pas été identifié dans le tableau des 14 besoins. Effectivement, ce qui était important, c'est ce qui s'est passé depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, depuis son entrée, elle a été mise sous régime léger. On reprend les propos de l'étudiante, même si régime léger, c'est trop peu précis, c'est vraisemblablement un régime sans résidus. La coloscopie sous AG est prévue ce jour 17 mai. Les surveillances des constantes, alors en TA, etc., etc., etc. Et on peut présenter donc les résultats du jour. On les avait dans le tableau des traitements. Elle a reçu un normacol avant l'intervention. On n'a pas trop de précision sur cette préparation, à quel moment elle a été effectuée. Bon, en tout cas, elle a bien reçu un normacol. Les examens endoscopiques ont eu lieu ce jour. Madame C est sortie du bloc A. Il faut rajouter l'heure, là, manquait. Et la fibroscopie gastrique a révélé, donc ça, on reprend les données qu'avait écrit l'étudiant, la gastrite centrale érythémato-exudative, et la gastrite a motivé la prescription de l'eupantol anti-ulcéreux, de la famille des inhibiteurs de la pompe à protons. C'est une hypothèse, mais c'est quasiment sûr. Ensuite, la coloscopie a révélé une colite sigmoïdite ischémique, le diagnostic de rectocolite ulcéro-hémorragique est posé, mais ne sera confirmé qu'après les résultats des examens anatomo-pathologiques. Donc, on reprend les données aussi indiquées par l'étudiante, c'est que Madame C a eu le droit de manger et de se lever, elle avait le droit à un repos d'1 heure minimum. Donc, 1 heure après son retour du bloc, comme on ne sait pas l'heure, on reste un peu vague. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la prise en charge au cours de l'hospitalisation, on voit qu'il y avait des données manquantes ou mal interprétées, comme l'utilisation du normacol. Donc ensuite, on retrouve tous les risques liés aux examens endoscopiques faits sous AG, donc le risque de difficulté respiratoire lié au premier anesthésiant, le risque hémorragique, le risque de douleurs abdominales, le risque infectieux qu'on a déjà évoqué, le risque de troubles déglutition et le risque d'étourdissement, avec l'évaluation en lien avec ces risques, ainsi que l'anxiété générée par le diagnostic qui va être posé après la NAPAT. Ensuite, pour le devenir, le fait qu'elle puisse manger, je dirais pas qu'on s'en fout, mais presque, puisqu'on sait qu'elle a mangé à H+1, mais ce qui est important à court terme, c'est qu'elle va pouvoir sortir pour retourner à domicile après la visite et l'accord du médecin, avec un traitement symptomatique qui est le Pantol en attendant les résultats à la patte. Et qu'à moyen terme,
c'est bien le rendez-vous avec le gastro-entérologue qui est prévu dans 3 semaines pour le contrôle et les résultats à la patte. Et en termes, eh bien, pour l'instant, l'évolution de la pathologie de Madame C, on ne peut pas trop en parler puisque on n'a même pas de diagnostic certain. Donc voilà ce qui aurait pu être dit pour cet exemple d'enseignement clinique de semestre 2. Donc les exigences sont plus importantes qu'en semestre 1. On demande les mêmes outils. Bon, c'est encore possible puisque de tout présenter parce qu'il n'y avait qu'une seule démarche à présenter. On verra que dans les semestres suivants, quand il faut présenter plusieurs patients, on contentera de demander la problématique et de tenir à notre disposition les différentes données recueillies pour pouvoir vérifier certaines choses au moment des enseignements cliniques. Quand on nous présentera par exemple 8 patients en semestre 6, on ne peut pas demander les recueils de données de tous les patients. On aura besoin donc des problématiques et ces problématiques doivent être assez synthétiques, hein, comme celles que l'on vient de présenter là. Hein. Voilà, alors j'espère que cet exemple vous servira, hein, que vous soyez soignant ou étudiant. J'espère que ça vous permettra de mieux cerner les attentes que l'on peut avoir pour un étudiant de semestre 2. À bientôt!